Dans de nombreux pays de l'ancien bloc de l'Est, l'avortement est remis en cause, lorsqu'il n'est pas simplement interdit. C'est le cas de la Pologne notamment, et les reculs sont nombreux à cet égard. Légal entre 1955 et 1993, l'avortement y était gratuit dans les hôpitaux publics. En avril 1989, à l'initiative d'un tout petit parti, chrétien-démocrate, un projet de loi a vu le jour pour la protection de l'enfant conçu, interdisant l'avortement sous peine de prison pour le médecin pratiquant. C'est ainsi qu'en janvier 1993, après une spectaculaire intrusion du chef de l'Église polonaise au Parlement, les députés ont voté pour l'interdiction de l'avortement. En Iran, les femmes mal voilées encourent une peine d'emprisonnement de 10 jours et 2 mois et 74 coups de fouet. En Égypte, en Tunisie, en Algérie, en Turquie, les jeunes filles adoptent le voile, alors que le grand-mère et leur mère étaient parvenues à l'arracher, au prix d'un dur combat. Au début du siècle dernier, l'Égyptien Qassem Amin, dans son livre intitulé « L'émancipation de la femme », fustigeait le port du voile dans le monde musulman, tout comme le Tunisien Tahar Haddad. En Israël, face à la pression de certains ultra-orthodoxes, des compagnies de transport ont lancé des lignes de bus où les femmes doivent s'asseoir à l'arrière. Il y a 10 ans, aucun bus de ce genre n'existait. Aujourd'hui, le pays compterait 90 lignes de bus séparées, où hommes et femmes bénéficient d'un compartiment respectif. En Ontario, en 2004, lors de l'affaire des tribunaux islamiques, les nouveaux bigots sont allés jusqu'à réclamer la prééminence des tribunaux religieux sur le droit civil, avec la bénédiction de quelques intellectuels que vous connaissez. Au Québec, les écoles religieuses illégales prolifèrent, au su et au vu de tout le monde, tournant le dos aux programmes obligatoires et aux normes les plus élémentaires de l'enseignement. Comment se faire une raison quand notre époque marche à reculons? Imams, pasteurs et rabbins, soutenant que Dieu est le plus savant, s'accordent pour radier Darwin des programmes scolaires. Est-ce de cela dont rêvait Bordua lorsqu'il publiait Le refus global, voilà près de 70 ans? J'en doute fort. Comment se faire une raison lorsqu'au nom de l'intégration des immigrantes, la Fédération des femmes du Québec accueille en son sein des militantes de présence musulmane, un lobby islamiste au service de Tariq Ramadan qui prône un moratoire sur la lapidation des femmes, je dis bien un moratoire et non pas l'interdiction, et du même coup banalise l'impact et la portée du voile islamique? Est-ce de cela dont rêvait Claire Kirkland-Gascrin, première femme députée à l'Assemblée nationale du Québec, qui s'est battue pour avoir le droit de siéger la tête nue? J'en doute fort. Avons-nous oublié qu'il n'y a pas si longtemps que cela, des femmes n'avaient pas le droit de vote? Avons-nous oublié qu'il n'y a pas si longtemps de cela, les femmes mariées étaient frappées d'incapacité juridique? Avons-nous oublié qu'il n'y a pas si longtemps de cela, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire ou de signer un bail? Au nom de quoi? Du respect de l'Église et de ses préceptes. Je ne vous parle pas de contrées éloignées, d'autres peuples, d'autres cultures ou d'autres régions. Je vous parle du Québec, de ici, de chez nous, pas au Moyen-Âge, mais il y a à peine quelques dizaines d'années. Que se passe-t-il, chers amis? L'oubli serait-il devenu le mal le plus terrible du siècle? Eh bien moi, Jamila Ben Habib, arrivée au Québec en 1997, j'ai découvert et je n'ai pas oublié l'entêtement de ces pionnières pour faire avancer nos droits. La liberté, c'est aussi une question d'histoire et de mémoire. Après tout, oublier, c'est trahir. Oublier, c'est mourir. Moi qui ai grandi dans ce magnifique pays qu'est l'Algérie, comment pourrais-je oublier la révolte qui gronde de ces femmes dans les pays arabes et musulmans que j'ai côtoyés? Comment pourrais-je taire leurs aspirations et leurs rêves? Comment pourrais-je ne pas dire leur courage et leur résistance? Quoi qu'en disent nos inter et nos multiculturalistes, lorsqu'on vient de cette région du monde, nos sens ne sont pas altérés. Même si l'islam est religion d'État, dans la plupart des pays arabes et musulmans, on peut être aussi artiste et amoureuse, poète et amant, peintre et homosexuel, écrivaine et agnostique ou athée. Bien évidemment, en secret, en cachette, dans le silence, et souvent dans la souffrance et la culpabilité. Cela s'appelle résister. Ce n'est pas rien, c'est tout. Résister en conceptualisant la liberté,
Je l'ai attendue des années durant, cette liberté, car avant d'en jouir pleinement, je me suis mise en bouche des pages entières de poésie, d'Éluard, de Neruda et de Derwish. C'était là mon prélude à la liberté. Nous vivons dans une époque bien étrange, car j'ai le sentiment que nous marchons à reculons, qu'en quelques années, nous pouvons terriblement régresser. Est-ce à dire que tout est à refaire? Est-ce à dire que tout est à réinventer? Est-ce à dire que tous les combats sont à recommencer? On nous avait promis l'égalité, mais voilà que les voiles sont de retour. Il y en a de tous les goûts, de toutes les tailles, de toutes les longueurs, opaques, mais surtout transparents. On nous avait promis la laïcité, et voilà que c'est la censure au nom des religions qui s'affranchit de toutes les limites. On nous avait promis que l'Église ne se mêlerait plus des affaires de la cité. Mais que faire lorsque c'est la mosquée ou la synagogue qui lui donne le pion? Le 5 mars dernier à New York, j'assistais à la 54e Assemblée générale des Nations Unies dédiée à Pékin +15 pour faire le bilan de l'avancée des droits des femmes. Et il était frappant de constater que peu d'États honorent leurs engagements et entreprennent des réformes pour abroger les lois encore en vigueur qui introduisent une discrimination systématique à l'égard des femmes. Mais de tous les pays, ce sont certainement les États musulmans qui résistent le plus farouchement à l'avancée des femmes et à leur pleine reconnaissance. Et comme me l'expliquait un ambassadeur occidental, nous n'avons pas fait de recommandations en matière des droits des femmes de peur de voir les recommandations des pays musulmans gagner du terrain. Alors nous nous sommes entendus pour le statu quo. C'est bien le mot, le statu quo. La machine à promouvoir les droits des femmes est en panne à l'échelle internationale, depuis que certains s'amusent à saupoudrer les résolutions avec le respect des traditions et des cultures et des religions. La tâche est devenue ardue et difficile. Ce qu'on dit de l'islam résonne fort aux oreilles hypersensibles de certains musulmans, surtout lorsque cette critique est grinçante, et même lorsqu'elle ne l'est pas. Des musulmans s'en offusquent, défilent bruyamment dans les rues, prêts à trancher les têtes. Je les ai vus marcher dans les rues de Londres comme dans les rues d'Alger pour vociférer leurs menaces et scander la pureté de leur religion et exiger l'instauration de l'État islamique. Leur modèle, c'est le régime iranien, qui instaure l'âge légal du mariage à 9 ans pour les filles, ou encore le régime saoudien, qui décapite des mineurs et pend des poètes. Il faut croire que la vérité est rarement douce à entendre, elle est presque toujours amère, et pour certains, elle est même insupportable. Où ils étaient, ces musulmans, lorsque des femmes et des enfants se faisaient saigner par les bourreaux des armées du Front islamique du salut pendant 10 longues années en Algérie? Qu'ont-ils fait, ces musulmans, lorsque mon ami Abdelrahman Fardheb a été assassiné sous les yeux de sa fille le 26 septembre 1994 à Oran? Qu'ont-ils dit, ces musulmans, lorsque Taslima Nasrin a été condamnée à mort en 1994? Qu'ont-ils dit, ces musulmans, lorsque le prix Nobel de littérature, Najib Mahfoud, a été poignardé dans les rues du Caire en 1994 par 2 jeunes fanatiques? L'Occident conspire pour écraser le monde musulman, lance-t-il à longueur de prêche, en se confinant dans un statut de victime éternelle. Ne voit-il pas que le monde musulman s'enfonce de par lui-même? Ne voit-il pas que certains musulmans sont les artisans de leur propre malheur? C'est en Occident que l'on construit des mosquées, et c'est en Orient que l'on détruit des églises, et que l'on persécute des minorités religieuses. Il me reste... Ok. Est-ce l'Occident qui demande aux musulmans d'être polygames? Est-ce l'Occident qui préconise que le témoignage de 2 femmes équivaut à celui d'un homme? Est-ce l'Occident qui interdit aux femmes de conduire une voiture? Est-ce l'Occident qui exécute les homosexuels? Est-ce l'Occident qui interdit les 1001 nuits? Est-ce l'Occident qui a mis à l'index les œuvres du grand écrivain égyptien Taha Hussein et qui a déclaré apostat la féministe Nawal Saadawi? Depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001, nous ne pouvons que constater la force de frappe de l'islamisme et son expansionnisme planétaire. Peu après les attentats de New York, parce qu'après les attentats de New York en 2001, il y a eu ceux de Madrid en 2004 et ceux de Londres en 2005, et avant cela, ceux de Paris en 1995. Mais combien d'attentats ont été désamorcés?
Jamais les démocraties occidentales n'ont semblé aussi fragiles. Jamais elles n'ont paru aussi démunies face à ce mal nébuleux et contagieux qu'est l'islamisme.